Bienvenue à l'événement, à la soirée Comment apprivoiser l'échec dans le cadre de la série d'événements Trace ton chemin. Mon nom c'est Nelson Robert, je suis coéditeur de Baron Mag et j'ai travaillé avec la gang du CJE pour faire cet événement-là qui dure 3 jours et le grand événement qui est demain, festival au parc Basile-Routier. Avec plein de conférences encore, avec des kiosques, avec des choses comme ça qui se passent. Et aujourd'hui, on enregistre l'audio et la vidéo de ça. Si vous assistez un petit peu à l'enregistrement d'un podcast, dans un sens, on va le retrouver sur Apple Podcasts, sur Google, sur Spotify. Puis, on enregistre aussi en vidéo qui va être disponible pour tout le monde. Donc, parce qu'on croit que c'est un genre de contenu qui doit être un peu diffusé un petit peu partout, parce qu'on a vraiment des personnes super intéressantes qui vont être là ce soir. Hier, on avait Comment tracer son chemin. On avait des gens qui venaient nous parler de leur parcours, pourquoi ils s'étaient lancés en entrepreneuriat, c'est quoi les valeurs qui les faisaient avancer là-dedans. Ce que j'ai retenu, moi, puis peut-être qu'en tout cas les autres pourront me dire ce qu'ils ont retenu, là, mais il faut continuer. Puis je pense que ça revient un peu avec l'échec, parce qu'on parlait de comment se lancer en affaires, là, puis comment prendre des projets, faire des projets, puis comment tracer son chemin. Puis en bout de ligne, ça disait « lâche pas, bats-toi dans le cul, vas-y, ose. Et si tu rates, recommence. Et si tu rates encore, recommence. Et si tu rates encore, recommence. Puis continue jusqu'à temps que tu trouves ta place. » Fait que finalement, on continue un petit peu ça avec le sujet d'aujourd'hui qui est comment apprivoiser l'échec. Je pourrais faire un long speech sur l'échec parce que j'ai fait beaucoup de projets et des vieux projets. Il y a toutes sortes d'échecs qui peuvent arriver. Hein. Il y a des échecs d'entrepreneuriat, mais en fin de compte, le terme échec là, est un peu... il y a de l'air tough. L'échec, c'est le sentiment de l'échec. Ce n'est pas nécessairement un échec en soi. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé qui met fin à tout. C'est pas comme justement aux échecs et maths, ça finit là. L'échec, c'est vraiment un sentiment de plus être capable d'avancer. On peut parler dans les relations, dans les relations de couple, dans les relations amoureuses, là, quand tu te fais laisser, tu as l'impression que ça ne marchera plus jamais, puis que ça ne virera plus, puis blablabla. C'est exactement les mêmes sortes de sentiments qu'il faut essayer de passer à travers, puis qu'il faut travailler là-dessus, puis il faut trouver des façons pour pouvoir passer à d'autres choses. L'échec entrepreneurial, ou tout ça, on rejoue un peu dans les mêmes affaires. Là, puis il y a tellement d'X et d'Y là-dedans qui jouent qu'il n'y a personne qui a vraiment la science infuse de c'est quoi, comment et tout ça. Mais on a des gens ici qui vont pouvoir donner un bon indice sur c'est quoi, puis comment passer à travers, puis comment reprendre confiance, puis puis que c'est normal, puis tout ça. Fait que, pour commencer, je vais inviter Nathalie à venir jaser avec moi ici. Nathalie qui est... on va s'asseoir ici. Ouais. Nathalie qui est cofondatrice des Fuck Up Nights Montréal et aussi cofondatrice ou fondatrice de Cometa Communication. Ouais. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup, Nelson. Voudrais-tu, premièrement, te présenter, voir... là, je t'ai présenté, je dis les choses que tu fais. Mais par rapport au Fuck Up Nights, faudrait-tu m'expliquer un peu c'est quoi exactement? Avec plaisir. Même si je suis dans la communication et l'entrepreneur en marketing, c'est pas moi qui ai osé inventer cette marque. Ça vient de Mexique. Les Fuck Up Nights, oui, ça vient du Mexique? L'origine, c'était au Mexique en 2012. Et il y avait 5 amis après une soirée de travail qui sont pris un verre, un mezcal, je les connais bien, c'était du bon mezcal. Et ils se sont réchauffés assez pour éventuellement s'avouer qu'il y avait des échecs professionnels, puis ils ont partagé chacune leur expérience avec ça. Et ça les a fait tellement du bien. Le lendemain, ils sont comme repris la conversation. « Wow, je me sens pas seule, j'ai vraiment sorti beaucoup de cette expérience. » Que Viva Mexico, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. La prochaine fois, on va inviter des amis, on va laisser ça ouvert. Puis vraiment,
se sont fait contacter par d'autres villes au Mexique. Nous, on aimerait en faire une. Tout à coup, il y a des villes d'Europe qui les contactent. Et aujourd'hui, il y a plus que 320 villes autour du monde qui organisent les soirées Fuck Up Nights ou les événements Fuck Up Nights. Que normalement, ils ont tout un peu le même format, mais depuis COVID, c'est une marque qui encourage la résilience. Il faut s'adapter. Alors maintenant, ça prend même des formes comme des entrevues qu'on est en train de faire. C'est quoi le format standard, le format initial? C'était quoi exactement? C'est 3 à 4 entrepreneurs professionnels à une soirée, un événement. Nous, à Montréal, on a toujours eu la bière, le popcorn, et chaque invité, ils ont 7 minutes pour partager un échec professionnel, et on passe aux questions et réponses après, une session de 3 à 4 minutes. Et il y a du réseautage avant-après, et Fuck Up Night, c'est fun, puis j'avoue que c'est le fun. Ah oui, OK, les lettres, ça fait fun. Okay, oui. Fun Montréal. Et pourquoi toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as dit, il n'y en a pas à Montréal, je vais m'en occuper? En fait, dans mon entreprise Cometa, je travaille avec des collègues du Mexique, donc j'y vais assez régulièrement. J'ai la chance de les visiter l'hiver, des fois. Et j'ai assisté je suis à Playa del Carmen, puis il y a quand même une communauté entrepreneur assez riche de tout partout le monde. Et il y avait une soirée Fuck Up Nights dont un ami m'a invité, puis j'ai assisté. Et j'ai rencontré les organisateurs, l'équipe Fuck Up Nights, et je l'ai ensuite connu par hasard, mais il y avait un événement à New York, j'étais à New York, et finalement, c'est eux qui m'ont nominé de l'amener à Montréal. Mais avant de l'amener, à ce moment-là, je participais souvent dans les événements en entrepreneuriat. Je faisais du bénévolat régulièrement dans l'éducation en entrepreneuriat, donc je connaissais l'écosystème très bien. Il y avait une tonne d'événements à Montréal et je n'étais pas convaincue qu'on avait besoin vraiment plus, sauf l'échec, c'est une langue universelle. Et à Montréal, ce que je voyais, c'est qu'on était divisés entre nos langues, entre les différents secteurs en entrepreneuriat. Moi, j'étais dans l'éducation, mais il y avait l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat start-up, le corpo. Donc, j'ai contacté 3 autres personnes dans les différentes niches, secteurs. Et j'ai lancé l'idée en commençant avec Louis-Félix Binette, qui était lui qui a commencé les Matins créatifs. Oui, c'est ça. Il y avait les Creative Morning, puis il y avait les Fail Camp aussi qui participaient avec... Exact. Oui. Alors, il a connu Fuck Up Nights, il n'était pas surpris. Puis lui, il trouvait que oui, qu'il y avait beaucoup d'événements à Montréal déjà, mais il n'y avait aucun qui brisait les tabous, qui brisait les niches, qui nous rassemblait d'une façon universelle. Et on pensait que l'échec était un bon sujet pour le faire. Et moi, dans le domaine de communication, je trouvais que notre communication, notre culture et comment on communique professionnellement, c'est très glossy, photoshopped, glamour. Mais c'est pas honnête, puis c'est pas transparent, puis c'est pas authentique. Et c'est ça, Fuck Up Nights. Après, ça va faire 6 ans cet automne qu'on est toutes bénévoles, puis qu'on offre ces conversations à Montréal, à la communauté montréalaise. Puis on est en train, d'après moi, pratiquer la vulnérabilité, puis le voir et pratiquer à l'entendre, pratiquer à l'observer, pratiquer à être. Et pour moi, dans les communications, c'est quelque chose que je voyais un autre grand besoin qui n'était pas atteint avec ce qui existait à Montréal. Donc. Maintenant, là, tu nous as parlé de l'organisation de cette affaire-là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup, puis ça sort un petit peu du sujet, mais les Creative Morning, c'est quelque chose. Il y a des groupes de personnes dans des places dans le monde qui pensent à un concept, qui se regroupent, puis là, après ça, il y a plein de choses. Il y avait à l'époque, ça fait longtemps, mais il y avait les Pechakucha aussi qui existaient. Right. C'était magique. Puis là, dans toutes les villes, ça rassemble les gens, ça les fait partager, échanger des idées. Puis là, c'est un concept pour célébrer l'échec, finalement, dans un sens. Rendre ça un peu démocratique, se rendre compte que tout le monde vit quelque chose. Alors toi, maintenant, là, personnellement, ta conception de l'échec, parce que là, tu t'es impliqué là-dedans, tu as fait ça, mais
t'en as vécu ou pour toi, c'est quoi l'échec en bout de ligne? Oui. Premièrement, il faut... on parle de célébrer l'échec, mais à Fuck Up Night, c'est un de nos mandats où on le prend au sérieux, de aussi dire que c'est pas le fun, même si la marque est fun, là, puis on s'amuse ensemble. On n'est pas là pour célébrer l'échec, mais plutôt partager les échecs. Et on fait exprès pour prendre un moment dans chaque événement pour aussi encourager les gens de se mettre à la place à lui qui parle. Et je vous dis ça avant que moi, je vais vous partager mes échecs personnels. Mais juste de vraiment reconnaître le fait que c'est courageux, puis c'est généreux de quelqu'un venir et partager et briser ce tabou pour nous tous, pour nous avancer tous ensemble. Alors, je voulais juste faire une petite bémol sur célébrer. Oui, c'est le fun. Quand j'ai dit célébrer, je t'ai vu faire comme ça. On s'amuse, oui. C'est juste parce qu'on a eu, oui, des histoires fun, puis on rit. Mais avec COVID, c'était super intéressant parce que normalement, nos événements, les gens sont là, puis ils partagent un événement du passé. Ça, c'est super important. Mais là, après COVID, et même pour nos événements, on a plus de la misère à trouver des gens qui sont prêts à partager parce que ils sont là-dedans. C'est pas facile de parler dans le moment, puis on n'est pas les psychologues, là, puis ça aussi, c'est très sérieux pour nous de dire, regarde, on veut pas ouvrir un sujet actuel et la personne, tu sais, c'est rouvrir une plaie, une blessure, donc, il y a juste il faut nous protéger aussi là-dedans. C'est vrai que la ligne peut être mince, là, tu t'assures que, regarde, c'est réglé, c'est réglé, t'es passé à autre chose, oui, OK, bon. Et dans notre philosophie à Montréal, c'est « Find the fun », ça c'est notre slogan, parce qu'on veut senser l'humour, on veut senser l'humain, l'humanité dans tout ça, et oui, rire, il faut rire de nous-mêmes, mais c'est plus facile après. Et donc, moi, personnellement, oui, j'en ai vécu des échecs personnels, des échecs professionnels, et ce que je considère comme un échec. Et avec mon expérience Fuck Up Night, j'ai vraiment eu la chance de non seulement travailler avec Montréal, mais représenter le groupe global dans les sessions corporatives privées. C'est comme ça qu'ils font la plupart de leur urgence. Ils offrent des séances où ils font des Fuck Up Nights à l'interne des entreprises, comme pour le team building, la culture interne, mais aussi un keynote sur l'échec. Et justement, j'en ai donné plusieurs. Et là-dedans, on définit l'échec ensemble. Donc là, je suis biaisée par cette expérience. Si on examine, on connaît tout le mot échec, mais s'il fallait le définir, là, ce ne serait pas évident. C'est quoi un échec? C'est différent pour tout le monde. Donc là, eux, avec leur Failure Institute, littéralement, ils ont fait des recherches avec des universités à travers le monde, plein de données. Puis, premièrement, ça se rassemble. Il y a des thèmes dans l'échec, où les relations, justement, personnelles ou professionnelles et partenariats. Il y en a beaucoup de témoignages qu'on a eu sur ce sujet. Les contrats qui sont pas bien faits, les taxes qui sont pas bien payées, les comptes donc qui sont pas bien réglés. Le timing, genre lancer quelque chose que la public ne valorise pas bien. Donc, il y a plusieurs thèmes, puis je peux dire que même moi, je dirais, oui, les partenariats professionnels, personnels, j'en ai vécu beaucoup d'argent, perte d'argent. Ça aussi, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes un peu trop. Maintenant, je dis aux gens, c'est mieux d'avoir une montante dans votre tête que vous êtes à l'aise de perdre. Là. Pour jouer, c'est comme un peu comme si on est à la bourse. Là. Oui. Donc, j'ai vécu de tous ces types comme entrepreneur. Ça fait plus que 10 ans que je suis indépendante dans mon entreprise. Mais que à la fin de tout ça, l'échec c'est universel, l'échec c'est quelque chose qui est comme toujours en mouvement. C'est pas un moment nécessairement, c'est pas une fait, c'est quelque chose qui change et qui évolue. C'est inconfortable pour tout le monde. Mais à la fin, qu'est-ce qui est un échec quand la vie est en changement, est constant? Ben, tu sais, même les downs, quand on continue, on apprend. Puis il y a
normalement un raisonnement où on voit, on peut comprendre pourquoi on a passé par ça si on continue. Mais quand quelque chose termine, quand on est dans le moment bas, comme pour moi personnellement, un divorce, là, c'est like échec. ou un partenariat d'affaires ou un contrat qui, like, à la fin, vous n'êtes pas capable de le régler et c'est là que ça se termine. Oui. Alors, pour moi, j'ai des expériences personnelles que je considère un échec parce que ça a terminé dans un moment down et on n'a pas pu ensemble continuer pour sortir la valeur. Moi, j'ai fait le travail personnel pour sortir la valeur ou comprendre ou l'intégrer personnellement, les apprentissages et toute la valeur que je peux sortir de cette expérience, mais... Parce que de tous les échecs, on doit, en tout cas, si on n'apprend pas quelque chose... et là, c'est un vrai échec. C'est un vrai échec, là, parce que tout échec, on devrait apprendre de quoi. Il y a l'information. Il y a une introspection qui doit être faite, puis on doit se dire, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il faut mettre l'ego de côté, il faut raisonner, il faut se dire, OK, peut-être que c'est de sa faute, peut-être, ah oui, OK, j'ai laissé, peut-être quand tu parlais d'avoir donné trop d'argent ou à quelqu'un, OK, oui, j'aurais dû peut-être faire attention, on parle d'entrepreneuriat, mais avoir un contrat ou avoir de quoi, ou avoir plus pensé à être... puis là, après ça, la prochaine fois, là, quand tu vois que ça arrive, tu as comme un red flag. Là. Voilà, c'est l'occasion de impliquer, sortir la valeur du passé ou réapprendre. Mais à la fin, l'Institut d'échecs et même le Keynote, ils arrivent pour dire que, regarde, s'il faut définir l'échec, la définition pour eux, c'est que c'est un état d'esprit. C'est une attitude. Puis maintenant, je suis aussi d'accord avec ça, que... tu peux dire, dans le cas de divorce, ça serait un échec de rester dans une relation malsaine, ou ça aurait été un échec de continuer dans ces situations où les choses terminent. Alors, je suis d'accord avec cette définition. Puis, l'anecdote, c'est que ça existe... il pointe vers le travail d'une docteure Carol Dweck aux États-Unis qui parle du growth mindset. Et on a ou un fixed mindset ou un growth mindset. Puis un fixed mindset prend tout personnel. « j'échoue parce que je suis pas bonne » ou « c'est tout à voir à moi, c'est ma faute ». Il reste figé puis il veut pas réessayer. Mais un growth mindset, c'est que « c'est une expérience, c'est un défi, ça n'a rien à voir avec moi, c'est la vie, c'est normal, c'est la dualité de la vie. » Puis il y a l'information là-dedans, je peux apprendre, je peux m'améliorer, je peux... prendre ça, puis ça peut servir à quelque chose. Comme tu dis, le fixed mindset, je pense que ça revient juste, je disais tantôt, l'ego. Quand on n'est pas capable de mettre l'ego de côté, quand on a de la misère à accepter, ça, c'est toute une affaire d'ego. Même si tu dis que non, oui, si tu n'acceptes pas. Oui, ego, c'est un autre méchant mot à définir, là. On pourra en parler longtemps, là. Ça va être un autre, comment définir l'ego. Ego night ou je sais pas quoi. Ouais. Mais, ça serait pour les psychologues. Oui, c'est ça. Donc là, tu disais que ça va faire 6 ans que les Fuck Up Nights existent. Montréal. À Montréal. Oui. Montréal. Donc, tu en as vu de toutes les sortes. Vous faites des soirées à tous les mois? C'était ça avant le COVID? Oui. OK. Puis, pendant 4 ans, on a fait... Donc, tu en as vu de toutes les sortes. Est-ce qu'il y a des... j'essaie d'improviser des questions, là, mais je me disais, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qui reviennent? Ou sinon, comment les gens ils sont... c'est sûr que tu me disais tantôt, il faut que les gens soient passés à travers avant de se dire, oui, je vais venir parler de mon échec, parce que sinon, c'est pas évident. Mais est-ce que vous avez de la misère à aller chercher des entrepreneurs qui... Parce que, tu sais, quand un entrepreneur qui a passé à travers un échec puis qui est prêt à le partager, il y en a certains qui vont dire, ben non, je ne vais pas commencer à parler de mes échecs, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Tu sais, est-ce que... Je dirais qu'avant, on n'avait pas de misère. On avait plus la misère de diversifier nos speakers. Donc, trouver une femme minimum ou les minorités, ça, c'était difficile à chaque mois d'en trouver.
Maintenant, c'est plus difficile parce que tout le monde est un peu blessé. Il y en a beaucoup d'échecs autour de COVID. Donc, et on est encore un petit... On s'en on sort. n'est pas... Puis Exact. c'est pas... Oui, donc... Mais il y a un autre avantage, puis je dirais ça aussi, ça c'était renforcé par COVID, c'est que la culture corporative, les cultures à l'interne qui sont plus ouvertes, transparentes, progressives, humaines, bien ça, avec COVID, là, c'est plus valorisé. Et quelqu'un qui vient et qui partage d'un échec, bien ça les met à un niveau humain, puis ça brise les tabous. Et il y a des gens maintenant, je pense qu'ils vont plus attirer de travailler avec les gens honnêtes, puis les gens qui peuvent comprendre, tu sais, les réalités de la vie. Donc, ça, c'est intéressant, je trouve, pour la culture Fuck Up Nights. Et oui, on en a vu plein de thèmes, justement, beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de partenariats qui n'ont pas fonctionné, et beaucoup de contrats mal faits ou comme job, des affaires mal calculées. Ouais. Mais on a aussi vu, et parmi les témoignages, je pense que le plus comme mémorable, puis le but, c'est pas de pleurer, là, mais il y avait, tout le monde dans la salle était assez affecté, c'est de voir les pertes même personnelles, parce que on parle d'échecs professionnels, mais comment ta profession peut te tellement préoccuper que tu n'es pas là pour ta vie personnelle. Puis il y a des gens qui ont aussi, perdu leur crédibilité, perdu leur relation personnelle, quasiment, excuse-moi, je parle espagnol, quasiment perdu même des fois leur vie, donc ça peut être très sérieux comment quand on pense qu'on est seul, puis Fuck Up Nights, globalement, là, il reçoit des lettres tout le temps, des gens qui disent « Regarde, c'était l'événement qui avait le plus d'impact pour moi. Je pensais que j'étais tout seul à vivre ça. Oui, exact. Comme un bankruptcy ou un divorce en conséquence de ça, ou tu sais, plus d'argent. Tu sais, c'est votre identité, c'est votre crédibilité, c'est votre fierté, ça peut représenter vraiment beaucoup. Et quand on sait qu'on n'est pas les seuls, ça peut aussi aider énormément. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué à travers les années. Puis je pense que depuis, je te dirais peut-être depuis 5 ans, là, je l'applique, mais j'essaie de parler de tout de façon très ouverte, mais tu sais, de tout, là, on s'entend, entre grosses guillemets, mais justement parce que je me dis que n'importe qui a sûrement vécu la même affaire, tu sais, fait que peu importe que ce soit un échec ou pas, là, tu sais, j'exprime des choses parce que je suis super conscient que tout le monde, tu sais, on est nombreux, là, puis souvent on garde tout parce qu'on se dit, ah non, tu sais, je suis tout seul, puis mais aussitôt que tu commences à partager quelque chose, tu te rends tellement compte que tout le monde a vécu un petit truc ou qu'ils se reconnaissent, même si c'est pas dans l'histoire globale, ils se reconnaissent dans une affaire et disent « Ah, oui, tu sais, ce sentiment-là, je l'ai vécu moi aussi. » tu sais, puis de faire sentir le monde à l'aise. Avec ça, j'ai une anecdote, là, puis j'avais une employée qui on gérait un client qui était super désagréable, là, il était avec moi, mais il était plus avec elle parce que elle, c'était pas la secrétaire, mais c'était comme ma coordonnatrice, dans un sens, tu sais. Fait que lui, il était désagréable avec elle, puis elle mangeait de la merde, tu sais, puis il faisait « Ben là, c'est pas comme ci, puis comme ça, puis blablabla. » Puis là, je disais « OK, je le reprends, je vais m'engueuler avec, puis blablabla. » Puis là, après ça, j'allais lui parler, tu sais, parce que je ne vais pas la laisser juste de même. Elle dit, là, Nelson, je suis plus capable de parler avec lui, là, je me sens niaiseuse, je sais même pas pourquoi je travaille avec toi, parce que, tu sais, regarde, je fais juste de la merde, puis tout ça. Je dis, regarde, moi aussi, je me sens comme ça en ce moment, tu sais, t'es pas tout seul, tu sais, le gars, il nous fait sentir comme ça. C'est pas... Puis là, elle me regarde comme ça, toi, ben non, toi, t'es là, tu sais. Je dis, non, moi, je sais pas, je sais même pas si je fais bien qu'est-ce qui arrive, tu sais. Fait que c'est... Tout se passe. Fait que là, ça lui a redonné confiance, puis elle a fait comme, OK, ben on travaille en équipe, tu sais, finalement, tu sais, elle était pas comme tout seul dans son truc. Fait que là, moi, je voulais lui montrer comme quoi que c'était pas un sentiment qu'elle avait pour elle tout seule, puis qu'elle faisait pas mal les choses. C'était cette personne-là qui nous faisait sentir de la merde, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça, à partir de là, j'ai commencé à faire, OK, ben regarde, ben oui, tu sais, je partage des expériences, puis ça aide, peu importe la personne, elle le prend de la façon qu'elle veut, mais il faut pas, puis c'est ce qui arrive avec Fuck Up Nights, c'est que le monde t'incite à partager le plus possible,
pour que les gens ils remontent la pente ou les faire comprendre que c'est quoi le pattern ou des choses comme ça. Oui, puis pour se dire des vraies choses, puis vivre dans la vérité. Oui, dans clairement, nos, c'est ça. professionnellement, puis dans, c'est sûr que personnellement c'est autre chose, mais ça va vers là aussi. Mm-hmm. Et c'est juste d'amener un changement pour qu'on puisse être mieux. Une fois qu'on arrive dans la réalité, là, dans la vérité, bien là, on peut vraiment changer. Là, on peut vraiment avoir un impact. Là, on peut vraiment avancer. Mais tant qu'on est toujours dans le « everything's okay, nothing's wrong ». Mais il y a toute la pression de la productivité, d'être comme très, très cool, puis de ne pas avoir de sentiments parce que tu es en communication ou tu es en production événementielle. Peu importe. Mais tu sais, il y a tout le temps faut avoir de l'air, puis il y a quelque chose, à un moment donné, qu'il faut briser ça un petit peu, parce que tout le monde est humain, puis tout le monde, peu importe. C'est quoi la suite? Vous continuez à en faire des événements? Oui, bien, à travers COVID, il fallait absolument continuer. On avait plus des entreprises qui étaient intéressées, donc on a passé dans les événements virtuels, on a passé à des événements plus filmés, de ce genre. Et maintenant, on est vraiment à la réponse de la communauté parce qu'on ne savait pas comment... Puis nous, tu sais, on faisait des événements. Alors, rassembler les gens dans des grands nombres, c'était pas évident pendant longtemps. Pour notre 6e anniversaire, on a quelques événements. Il y a Startup Montréal qui va nous avoir à la maison Notman le 18 novembre pour valoriser leurs startups d'impact pendant une semaine d'impact. On parle avec une autre chambre de commerce et nous aussi, ça se peut que c'est le moment pour revenir à un événement pour faire des levées de fonds. Nos anniversaires, on avait toujours une cause. Et avec la communauté gay qu'on n'a jamais travaillé ensemble, collaboré ensemble, il y a le potentiel d'une vraie fête pour nous cet automne. Donc, faut nous suivre. On est partout en ligne et pour l'instant, on partage le contenu et on est toujours bénévolat, en mode bénévolat, tout le monde sur l'équipe. Et maintenant que c'est assez connu maintenant à Montréal, on a un momentum, puis tout le monde a plein d'attirs, où les communautés maintenant, eux, ils cherchent peut-être pour leur culture à l'interne. Ils nous approchent maintenant, puis on répond à la demande pour nous encourager et encourager à vous tous aussi de oser et d'être résiliente. Oui. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Est-ce que vous passez peut-être, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au Fuck Up Nights ou peut-être par rapport à l'échec ou par rapport à son parcours? Oh, il y en a une ici. Je t'amène le micro. Il y a quelque chose qui me chicote. Tu n'as peut-être pas un gros corpus pour répondre, mais quand même, je la pose. Les femmes et les hommes entrepreneurs face à l'échec, est-ce que toi, tu as vu une différence? Très bonne question. En général, on n'a pas... dans notre expérience de nos événements, c'était difficile de toujours avoir une femme présente. Donc, dans le nombre... Juste le fait, il y en a plus d'hommes, peut-être qui témoignent, mais en général, que des femmes. On n'a pas vu, sinon, dans les données ou même dans notre expérience, je ne dirais pas qu'il y a comme une tendance plus vers les femmes ou les hommes. J'ai Marie ici, notre bénévole. Oui, j'avoue. Oui, c'est les femmes qui parlent plus de l'impact dans leur famille. Ça, c'est sûr qu'on voit ça. Il amène plus le côté personnel, c'est sûr. Même dans les speakers qu'on a eus, ils parlent puis ils mentionnent. Donc, dans les questions. Oui. Oui. Mais on a vu des hommes quand même en parler, là, qu'ils ont quasiment perdu leur femme. À conséquence de comment ils géraient les choses. Oui, donc je dirais pas globalement, mais c'est pas vraiment une expérience égaux anyway pour sortir. Moi. J'ai une autre question ici.
Donc, merci pour le partage. Plaisir. Puis, donc, j'ai compris que tout le monde est bénévole sur Fuck Up Night. Et comment on garde ça, une grosse activité, tout le monde bénévole, puis... Bonne question. Une structure Bonne autour question. de ça, comment... Notre équipe de base, on était on s'est rencontrés tous déjà comme des bénévoles dans l'écosystème en entrepreneuriat. Donc, on était tous des gens déjà très engagés. Puis, on a du fun ensemble. Puis, on s'aime beaucoup maintenant. On est devenus comme une petite famille, une petite communauté. Et même les gens qu'on attire, on est tous un peu... on voit un peu le potentiel. On veut faire le même type de changement dans notre communauté, notre monde. Alors, on se tient très bien. Et là, on est un core group assez résilient aussi. Donc, on n'a pas, comme on fait pas les événements comme on faisait l'avant, on n'est pas comme en plein à grandir. Puis, mais je pense que c'est une cause qui touche beaucoup de monde. Puis, il y a aussi une communauté internationale. Donc, ça s'est arrivé déjà plusieurs fois que quelqu'un déménage à Montréal, mais il avait connu le Fuck Up Nights dans leur ville. Donc, ils nous approchent pour dire, regarde, on aimerait continuer à s'impliquer ou on comprend. Et honnêtement, c'est un énorme avantage. Même moi, quand je voyage en affaires, je me sens pas seule. Si j'arrive dans une ville qui a une Fuck Up Nights, bien, je peux me présenter puis je sais que déjà, je vais rencontrer des gens qui sont un peu... ils ont la même ouverture ou la même perspective, ouais. Donc, je pense que la culture de l'organisation est très forte et c'est ça, de ne pas virer trop dans ma profession, mais justement, on est en train de créer une communauté, c'est ça, Fuck Up Nights. Donc, la création de communauté et la création de culture, c'est des choses très, maintenant, tendance. Et comment est-ce que tu fais ça dans un monde virtuel encore plus difficile, mais quand il y a vraiment une cause là, qui est vraie, je trouve qu'on a des bons exemples de comment que ça marche. Marie, oui? Tu as une question? Ou tu veux ajouter? Je me suis rendu compte que je t'ai jamais posé cette question-là, mais vu que tu vas au Mexique, souvent, en fait, on parlait de différences hommes et femmes. Est-ce que tu en as vu aussi tu as perçu des différences, comment les Canadiens / Québécois vivent l'échec par rapport aux Mexicains, Mexicaines? Oui. Yeah. Absolument. Et non seulement Canada, Québec, Mexique, mais j'ai la chance aussi, je suis tellement reconnaissante à l'organisation parce que même en COVID, tous les organisateurs des Fuck Up Nights, on s'est rencontrés en ligne. Puis on a testé tous les différents outils d'événements. Donc, ça m'a tellement avancé puis enrichi, là. Puis on a, même dans les outils d'événements, ben tu fais des différents échanges et des networking et des différentes tables. Puis j'ai rencontré des gens hallucinants de partout dans le monde. Puis là, tu parles aux gens en Allemagne, en Asie. Tu sais que là-bas, là, la culture est vraiment pas parle d'échecs, mais honnêtement, c'est comme ça partout. Même ici, tu sais, c'est pas cool. Là. On l'a rendu un peu plus cool avec Fuck Up Nights Montréal. Mais on parle pas des échecs ici, là. Puis même Silicon Valley, c'est rendu super cool. Like, on a eu quelqu'un qui a parlé, il étudiait là, puis il disait que, ben, ils vont pas t'engager maintenant si t'en as pas vécu des échecs. Like. Puis quand ils checkent pour investir dans les startups, là, c'est cool maintenant d'avoir échoué, là, parce que ça démontre ton trajet. Mais il ne faut pas trop exagérer ça non plus, like, dans mon opinion. Mais like, le Fuck Up Nights, pour certaines villes, représente vraiment un énorme shift dans leur culture parce que c'est des cultures où c'est comme dans toute leur histoire, là, ça fait partie de leur fierté. Puis je dirais qu'on a une fierté ici, les Québécois, que j'avoue que c'est pas... au Mexique, ils sont un peu plus... Viva! Oh, like, c'est eux qui ont osé l'appeler ça Fuck Up Night, tu sais. Mais ici, on est comme... like, fun, on va dire fun, tu sais, parce que fuck... Tu sais, même l'événement, like, au début de nos soirées, je fais l'historique que vous avez assisté, là, vous avez vu un peu, mais j'explique Fuck Up Night, d'où ça vient, j'explique Montréal, puis là, je vous donne la permission à tout le monde de dire le mot « fuck ». Et puis, nos événements ont beaucoup d'impact, puis tout le monde rit un peu, et on sort après avoir... On a eu des témoins comme « Wow, c'est les événements les plus réels. On attend ce moment du mois parce que c'est le plus sub et plus... like, même si on a la bière, c'est le plus authentique et humaine. » Mais honnêtement, comme je dis au monde quand je parle, je suis comme « Ben,
j'explique, puis là, je donne la permission de dire mon fuck, puis là, comme il y a la magie qui sort de ça, mais c'est pas si compliqué que ça, là, c'est juste... Puis je penserais jamais être la personne, le fuck-upper de Montréal, le visage qui rencontre les gens comme qui représente Fuck Up Night. C'est que jamais. Mes parents sont super fiers. Là, mais juste ça, tu sais. Juste briser un tabou comme ça ensemble, l'impact est extraordinaire. Ici, Mexique, je dirais, c'est moins grave pour eux. Là, donc, au Mexique, je suis pas surpris du tout que ça sorte de là. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, ben, merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment un plaisir merci à vous autres d'organiser. De parler avec toi. Fait que j'espère que ça vous a fait cogiter un petit peu, aider à y penser un peu mieux. La prochaine personne que je vais recevoir, avec qui je vais parler, c'est Kim B. Delan, qui est conceptrice, designer, et avec qui on va continuer à jaser un petit peu de tout ça. Puis, je vais aller mettre ta slide que tu m'as demandé d'ajouter. Il y en avait juste une. Il y avait juste une slide. Et si je réussis à la mettre, c'est ça ici. Alors, allô? Allô? Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors, qui es-tu? Qui es-tu, Kim? Une bébite à 4 pattes. Non, en fait, Kim B. Delan. J'ai un parcours de designer industriel, principalement, mais j'ai aussi étudié avant en design intérieur. J'aime beaucoup tout ce qui touche l'objet, l'architecture, les couleurs, l'entrepreneuriat. Donc, je viens d'une famille de plusieurs générations d'entrepreneuriat. Je sais pas ce que je ferais d'autre dans la vie. Je suis pas une très bonne employée parce que je fais tout le temps plus que qu'est-ce qu'on me demande, puis je pose toujours plein de questions, puis je remets plein de choses en question. Donc, je suis clairement quelqu'un qui sort du cadre. Je pense que c'est nécessaire quand on a ce rôle-là. Et puis, j'ai fait plein de projets. Évidemment, j'ai étudié que par projet, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai une vision peut-être un peu différente de l'échec. Tantôt, quand elle parlait, Nathalie, d'une vision des choses, oui. Je pense que je suis totalement dans cette optique-là, parce que pour moi, l'échec, c'est peut-être même pas un mot, tu sais, c'est comme une façon d'aller plus loin, finalement. Fait que c'est ça. Mais... on va y arriver. J'ouvre plein de portes. On va y arriver. Parce que, c'est ça, tu as créé des projets et tout ça, et là, tu voulais mettre cette slide-là ici, que tu trouvais qui représentait beaucoup, en fin de compte, justement, ton idée de ce que c'est l'échec. Puis je pense que c'est assez parlant, là, tu sais. C'est très clair, là. En fait, je suis plein de gens sur LinkedIn parce que je suis une bébite à... essayer de trouver tout le temps des nouvelles affaires, essayer de se tenir au courant de plein de choses, essayer de pousser ma pensée sur des sujets, essayer de creuser. Genre, mon copain est en finance, puis tu sais, je suis bonne en chiffres, mais c'est clairement pas mon domaine, là. On s'entend, design, finance, c'est très loin. Mais j'arrive à trouver des liens. Et je me rends compte que j'apprends tellement de choses avec lui, puis je suis comme, oh my God, je pousse ma propre profession en apprenant sur les finances, puis en apprenant comment propulser des projets, finalement, que j'aurais pas réussi à propulser si j'avais pas eu ce point de vue-là, ou cette espèce de... c'est ça, de personnes qui me parlent de ce genre de sujet-là. Donc, voilà. Pourquoi, là, je t'amène ici, tu t'arrives ici pour me parler de l'échec, puis qu'est-ce que ça représente pour toi, l'échec? Est-ce que tu peux partager des échecs que tu as eus qui t'ont fait dire comme, OK, ça sert à ça, tu sais, de manquer ou d'avoir ça? Bien, d'abord, peut-être juste arriver sur l'espèce de définition, comment je le conçois, comme ça va faire du sens avec les exemples que je vais donner. Je le vois vraiment comme des étapes. Je le vois vraiment comme des projets. Je le vois vraiment, tantôt, je parlais justement avec les gens à l'entrée en disant, à chaque fois que je vais faire un projet, pour moi, c'est pas nécessairement... Je le vois pas comme un échec parce que clairement, le mindset de designer, c'est toujours trouver des solutions. Donc,
clairement, on est programmé différemment. Il faut toujours trouver du positif, toujours essayer là, de se frayer un chemin, de profiter d'un truc qu'on a sur la table à dessin pour essayer d'aller plus loin, inventer autre chose, profiter d'un sujet qui n'a pas rapport, puis de l'intégrer, puis de faire bonifier ça. Donc, espèce de souris là, qui tourne tout le temps. Fait que de voir chacun de ces projets-là comme une façon d'apprendre à chaque fois, puis de rajouter des outils dans ton coffre d'outils. Ça, mon père, il est bien fort sur les métaphores. Il parle tout le temps de maudit coffre à outils. Puis la définition de l'entrepreneur, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu es capable de te relever. C'est ça, la définition d'un entrepreneur. On se définit par l'action, mais on se définit aussi de comment tu es capable de te relever puis d'aller plus loin. Fait que c'est pour ça que je trouvais que cette image-là, elle explique vraiment bien, parce que clairement, si tu changes ton mindset, bien clairement, les projets que tu vas développer puis comment tu vas les percevoir puis les approcher, c'est complètement différent. Puis ça t'amène tellement ailleurs. C'est un peu de la pleine conscience. C'est un peu basé là-dessus aussi, là, qui est un concept en psychologie qui est relativement de base, puis en yoga, mais clairement, ça aide de juste comme, tu sais, t'es présent comme ça par rapport à ce que tu vois, mais c'est comme si toi, tu te prends, puis tu te mets l'autre bord, puis tu dis « Hey, check, tu peux voir ça de l'autre façon aussi, puis de l'autre façon aussi. » Donc, ça pour la définition, de mettre toujours des outils de plus dans ton coffre à outils. Puis, en termes d'échecs, mais il y en a plein, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon premier projet de compagnie, j'avais 11 ans. Je faisais des bijoux. Je vendais dans la pharmacie d'une de mes tantes, puis elle me ramenait de l'argent toutes les semaines. Puis j'ai fait des cercles de fermières. Avant, ça existait. Je ne sais pas si ça existe encore. En région, ça existait. Et puis, ça marchait pas. Ça marchait juste pas. Je veux dire, je pouvais pas avoir un salaire puis faire ça. Donc, je suis allée à l'université, j'avais des petits projets on the side, je continuais tout le temps mes projets. Après ça, je me suis affiliée avec des designers de mode. J'ai essayé de récupérer toutes leurs retailles pour faire des collections juste pour eux. Ça marchait pas. J'ai eu un emploi... fait que, tu sais, même au niveau professionnel, j'ai essayé de me rentrer dans une case, mais clairement, moi, ça fonctionne pas, là. Clairement, ça, pour moi, c'était comme un échec, si vous voulez, parce que on essaye, comme société, de rentrer les gens dans des cases, mais moi, ça marche juste pas. Moi, il faut que ce soit moi qui dessine la boîte pour que je puisse rentrer dedans, sinon ça rentre pas. Fait que j'ai essayé de travailler chez Aldo comme designer bijoux, puis ça m'a pris 1 an et demi, là, avoir la job. Puis la fille des RH, à chaque fois que je me rassoyais, je disais, écoute, c'est pas le poste pour lequel tu vas m'engager, mais que je revienne, ça va être designer bijoux, puis tu vas m'engager. Puis après 1 an et demi à m'engager, j'étais assez convaincante, et c'était la pire job de ma vie. Pour vrai, j'ai détesté ça. J'étais comme, hostie, je peux pas croire que ça se passe de même. Juste pour vous dire, tous les jours, on me disait « same but different ». Ça, en gros, c'est de la copie. Puis, il y avait 2... Je sais pas si aujourd'hui, il y en a autant. Peut-être plus. Il y avait 2 avocats à temps plein qui avaient des bureaux au siège social pour défendre tous les fucking projets de copie. Ça c'était... Puis clairement, ça se passe encore aujourd'hui comme ça, parce que le monde de la mode, c'est comme ça. Les compagnies qui fabriquent s'échangent les échantillons, puis là, ils t'en renvoient d'autres. « Hey, c'est des nouveaux produits qu'on a créés. » Non, ça vient de chez Zara, puis c'est le designer chez Zara qui vient de te l'envoyer, mais t'as fait une erreur, fait qu'il switch. Bref, c'est bien... c'est ça. Beaucoup d'éthique. Je me sentais vraiment... pas à ma place. Donc, ça a duré 5 mois. Ils m'ont... Un job que tu essayé d'avoir pendant 1 an... 1 an et demi. A duré 5 mois. Ouais. Puis, ils m'avaient dit « Ah, c'est probation 6 mois. » Puis moi, je me disais « Mon Dieu, c'est pas selon les normes du travail. Les normes du travail, normalement, standard, c'est 3 mois. Tu sais, on va voir comment ça se passe. » Jamais eu de formation, jamais rencontré les RH, jamais eu de rencontre très agréable avec ma patronne qui voulait juste même pas m'adresser la parole. Tu sais, c'était comme... C'était
probablement les pires conditions de travail que j'ai vécues de ma vie. Là, j'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis après tu sais, je veux dire, c'est que j'ai fait mes études basées là-dessus, tu comprends? Puis je me disais, hey, je vais réussir, tu sais, ça va marcher, je mets tout à la même place, puis je vais focus, tu sais. Fait que j'ai fait 4 ans d'université en design industriel, 1 an, ben comme 6 mois en échange en Suisse, qui m'a clairement coûté plus qu'un bras, parce que ça coûte super cher, puis bon. En design bijoux, une spécialité, puis la dernière année, en design bijoux. Donc, tu sais, moi, là, je mettais toutes les chances de mon bord pour être pris. Puis clairement, c'était la seule place où est-ce que je pouvais travailler. Sinon, les gens que je connais qui font ça dans la vie ont travaillé chez Burks. Ça a duré 1 an. Ils n'en pouvaient plus, ils sont partis à leur compte. Puis c'est pas mal ça. En Europe, il y avait full d'opportunités, mais au Canada, c'était comme... J'avais pas calculé ça, pas en tout, là. Moi, j'étais vraiment dans le champ. Puis, ben c'est ça. Après 5 mois, on me met dehors, un 20 janvier. Il fait fret comme le Christ, je m'excuse. On dit fuck depuis tantôt. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'il fallait que ça soit raw. Pire journée de ma vie. Et là, je suis comme... Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien, là. Je suis comme... Tout sur quoi j'ai fondé, qu'est-ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire, que je pensais qu'il était correct, que je pensais que... Il n'y a rien qui... Je veux dire, ton monde, il s'effondre. Ça marche juste pas. Puis là, tu dis... Hey, je vais faire quoi? Je sais pas. Puis cette journée-là, j'ai rencontré mon chum. Parce que... La même journée? La même journée. En fait, ce que j'avais fait, c'est que... Puis là, tu vois comment que le personnel et le professionnel, des fois, peuvent être complètement reliés. En fait, c'est que j'avais dit à ma mère, « Maman, je vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais aller suivre des cours à HEC. » Où est-ce que j'ai rencontré, justement, une de vos organisatrices. Et je me suis dit, je vais pas toutes mettre mes œufs dans le même panier. Je vais aller suivre quelques cours à HEC. En certificat en création d'entreprise parce que ça m'intéresse. Bon, je pense pas que je vais apprendre grand-chose, mais c'est pas grave, je vais rencontrer du monde, puis on va travailler sur des projets, puis ça va être stimulant. Puis, j'ai des amis qui avaient pris des cours le même soir que moi, en disant « Hey, ça va être le fun, on va pouvoir aller prendre des bières. » Sauf que quand tu travailles chez Aldo, puis que tu as 1h30 de transport à faire pour te rendre, tu vas pas prendre des bières, parce qu'il faut que tu te lèves à 5 heures pour être là. Ça marche pas. Mais là, j'avais tellement rien à perdre. J'avais plus de job! J'étais comme, j'en ai rien à foutre, j'ai plus de job, c'est sûr, je vais aller prendre des verres avec vous. Puis, ben, ils ont invité mon chum, c'est là que je l'ai rencontré. Fait que, tu sais, dans la vie, je pense qu'au-delà de comment on perçoit les choses, puis de comment on a mis de l'effort sur quelque chose, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis clairement, il faut juste faire confiance à la vie, puis faire de son mieux, puis le reste, si tu travailles fort, c'est censé arriver. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Comme, il n'y a pas de recette complètement magique, mais le travail fait en sorte que tu finis par y arriver. C'est un peu ce que je disais, tu sais, au début, quand ça crache, quand ça va pas, ben tu recommences ou tu essaies d'autres choses, mais tu continues, parce que tout d'un coup, tu vas le trouver, ton X, tu sais. Ouais. Mais ça peut prendre du temps. Comme ça peut prendre du temps à toi de réaliser pourquoi tu effectues le même pattern tout le temps, puis tout ça, jusqu'à temps que... Il faut savoir s'asseoir. Ben, Il faut savoir se regarder dans le miroir. Je pense que quand tu es entrepreneur, à mon avis, la première chose à faire, c'est être capable de se regarder dans le miroir, puis se dire, OK, moi, je suis qui? Moi, qu'est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui marche pas? T'sais, qu'est-ce qui, pour vrai, marche pas? Là? Est-ce que je peux juste me dire les vraies affaires? C'est pas grave si je le dis pas aux autres, mais moi, il faut que je puisse m'assumer puis savoir sur quelle base je peux travailler. Parce que si tu n'as pas ça, ben tu te mens toi-même, fait que nécessairement les projets que tu vas faire vont pas te ressembler, vont nécessairement pas attirer les bonnes personnes, puis il y a probablement des chances que ça fonctionne pas, parce que c'est comme l'environnement que tu crées, il est comme basé sur rien finalement, il est basé sur du vent, fait que, tu sais, tantôt elle parlait d'être ouverte et vraie et oui. Ben, c'est tellement important. C'est ça. C'est tellement important. Puis quelques semaines après, j'ai une amie qui me dit, qui fait des dildos en céramique, qui a aussi qui a parti sa compagnie, qui me dit, écoute, j'ai mis à la porte mon employé, ça marchait pas en tout. C'est une autre de mes amies, tu sais, des fois dans la vie, il y a plein d'affaires qui marchent pas.
Puis elle me dit, écoute, j'aurais besoin d'aide pour des projets, ça te tente-tu? Puis là, je dis, hey, c'est parce que j'ai pas d'argent pour payer un bureau, je viens de perdre ma job, puis j'ai même pas droit au chômage. 180$, j'étais comme, hey, je vais aller loin avec ça. Fait que là, elle me dit, écoute, pas de problème, je t'échange un bureau, tu viens travailler, puis si tu fais des heures de plus, je vais t'engager. Bien là, j'ai rien à perdre, je vais aller travailler là, tu sais. En attendant, je sais pas ce que je vais faire. Moi, ce que je pensais faire pendant 2, 3, 4 ans, il n'y a plus rien qui marche, là, je vais faire quoi, tu sais? Fait que là, j'avais quelques collections, j'avais encore des cours à HEC, j'avais ça. Puis finalement, j'ai fait la consultation pendant 5 ans en packaging, exactement comme qu'est-ce que j'ai fait avec elle. J'ai démarré une entreprise, j'ai engagé une graphiste, on a fait des projets incroyables. Puis c'est ça. Donc, c'était juste comme, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quand tu te lèves le matin, il faut que tu aies envie. Si tu n'as pas envie, ça sert à rien. Si tu... C'est un bon point. Ben, ça peut paraître simple, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'assumer ça. Oui. Mais il y a bien des facteurs qu'il faut faire, mais c'est clair que si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas le goût de faire, ben ça va paraître dans ton travail. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben les gens ils vont le voir. Comme... C'est ça. Que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit pour travailler pour quelqu'un, peu importe, dans n'importe quoi. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait de la consultation pendant 5 ans. Puis là, à un moment donné, j'étais vraiment tannée. Là, j'étais tannée que les gens... Ils n'utilisent pas les stratégies puis les projets à 100%. On leur développait des stratégies de marque incroyables. Ils auraient pu se démarquer. Puis moi, de par mon background entrepreneurial, je voyais les projets puis j'étais comme « Oh my God, ça pourrait être genre un truc à l'échelle canadienne. Vous pourriez avoir des distributeurs, ça serait big. Vous auriez des employés matin. Je te structure ta compagnie. » Puis eux étaient comme « J'étais juste engagée pour faire du packaging puis mon image de marque. » Fait que moi, j'étais comme « Hey, moi, j'étais écœurée que les gens m'écoutent pas, là. Je suis vraiment écœurée. » Fait que je pars ma compagnie. Fait que... ça, c'est encore... vous allez dire, c'est impossible. Je suis allée à Sutton en randonnant en montagne. Moi, je ramasse tout le temps des roches depuis que je suis toute petite. J'adore ça. Bon. Fait que en randonnée, je suis celle qui ramasse des roches. J'avais plein de roches dans mes poches. J'arrive chez nous. Puis là, je suis comme, hey, ils sont vraiment belles, mes roches, tu sais. Je pourrais faire des bijoux. Évidemment, je suis encore là-dessus. Là, je suis tiquée, il n'y a rien qui marche, esti. Puis là, j'écris sur Facebook, y a-t-il quelqu'un qui connaît un géologue? J'ai juste envie d'identifier mes roches. OK, c'est de même, ça part. Le cousin d'une fille avec qui j'ai fait l'université, qui, elle, a fait design intérieur, mais parce qu'on s'est pété la face ensemble à l'université aux initiations, c'est pour ça que je la connais, genre. Elle me dit « Hey, mon cousin, il travaille au ministère, comme il fait son stage, veux-tu envoyer tes roches par la poste? » Envoyé par la poste? Oui. Là, je fais comme « Pas sûr qu'ils vont tous me revenir, je vais garder la moitié. » Fait que j'ai envoyé des roches par la poste dans une enveloppe à bulles. Je pense que c'est l'affaire la plus stupide que j'ai faite de ma vie. Ben Chris, ils me sont revenus 2 semaines après. Ils avaient fait des tests. Il y avait des sacs concassés, des roches avec des numéros, des rapports, puis des vraies données, là. Moi, j'étais comme, asti, sur qui je suis tombée? Voyons donc! C'est quoi cette asti d'affaire-là? Tu sais, quand tu dis faire confiance à la vie, là, vas-y! Fait que j'ai envoyé ça, puis là, quand ça m'est revenu, j'étais comme, c'est parce que je suis vraiment tombée sur quelqu'un de, 1, très motivé. Il est passionné. 2, il a accès aux machines. Tu sais, comme, c'est pas n'importe qui peut faire des tests d'acide sur des roches, là. Comme, ça se fait en laboratoire, puis comme, pas tout le monde qui a accès à ça. Puis 3, il y a les connaissances. Parce que si les rapports sont remplis, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Fait que là, je suis comme, peut-être qu'on pourrait se rencontrer, tu sais, peut-être qu'on pourrait se parler. J'ai jamais... Moi, je m'attendais à une personne âgée. Un géologue dans ma tête, c'est âgé. Et non, c'est un pro de skate qui a appris à l'école dans sa cuisine parce qu'il est trop dans sa tête, puis qu'il faisait les cours à la maison, genre, puis qui est devenu spécialiste dans les roches du Québec. Malade.
Fait que c'est ça. Puis ça a donné quelque chose, là? T'étais contente de savoir tes roches, c'était quoi? Ouais. Fait que là, moi, j'étais hyper contente, tu sais. Puis là, bon, c'est quand même complexe parce que, bon, c'est des roches. Tu sais, dans le fond, vu que je suis pas allée les creuser, c'est des roches qui ont roulé, mettons. Puis vu qu'on est dans les cantons de l'Est, puis que c'est des vieilles roches, il y a des chances que ce soit les glaciers qui les ont comme transportés sur des longs kilomètres. Fait que de savoir d'où ils viennent, on peut savoir c'est quoi les pierres, mais de savoir exactement d'où ils viennent, c'est un peu plus complexe. Fait qu'il y avait comme cette complexité-là. Moi, au début, on se rappelle, je voulais faire des bijoux. Fait que là, je suis allée cogner au 624 Cartes, qui est l'adresse à Montréal pour aller faire couper des roches, juste à côté de chez Burks, là, sur Sainte-Catherine. Historiquement, c'est la place où est-ce que tous les bijoux sont faits, à Montréal, de qualité. Bon, ça a un peu changé, parce qu'évidemment, c'est un peu reclus comme espace, comme domaine maintenant. Les gens achètent du Ardennes, puis du toc. Mais bon, à l'époque, où est-ce que c'était des vrais bijoux encore? Et là, j'arrive dans le bureau de la dame qui coupe des saphirs et elle me dit « Combien de facettes vous voulez? » Je sais pas, moi. 8. Puis quelle forme vous voulez? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pierres semi-précieuses, normalement, on voit à travers. Donc, il y a comme tout un travail de réflexion en fonction du nombre de facettes. Un diamant a 98 facettes, tout dépendant de l'époque qui a été coupé. À l'époque des vieux diamants, il y avait un trou. Fait que si vous regardez dans le diamant, il y a comme un rond dans le fond. Alors que les diamants, maintenant, on n'a plus ça parce que c'est des machines qui les découpent. Bref, c'est hyper précis, le calcul du nombre de clivages. Puis, en tout cas, bref, c'est tout un monde, là. Et là... Puis là, elle regarde ma garnotte, parce que clairement, c'est pas une pierre semi-précieuse. Puis là, elle rit un peu de moi de l'intérieur, puis elle me dit combien de facettes tu veux. Puis moi, je suis comme, asti, je sais pas. Peux-tu juste me couper, là? Tu sais, comme, de quoi de nice, tu sais? Ils nous chargent une fortune, genre, ils nous chargent comme, ça revenait comme à 150 pièces de fabrication pour faire un collier. Puis moi, j'étais comme, ça fait pas de sens. Je veux dire, le monde du bijou est tellement saturé, ça fera aucun sens. Puis d'autant plus qu'ils nous prenaient pas au sérieux du tout, là. C'était comme... Il y en avait un peu rien à foutre, là, de ma garnotte, là. C'était genre... On va pas y arriver, là. Moi, mes saphirs, je les vends 4000 pièces, mes diamants... Tu sais, c'est comme ça fait... Tu sais, on est vraiment ailleurs. Fait que là, on est revenu, puis là, moi, j'étais découragée. J'étais comme, sérieux, ça marche pas. On a accès à des roches malades. On sait de quoi on parle. Mais on n'a juste pas d'objet. On ne sait pas quoi faire avec. Genre, il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Fait que là, moi, j'ai pris le modèle d'affaires, qui est un canevas pour aider à travailler les modèles d'affaires, mais très rapidement. Ça permet là, de vraiment faire des itérations très rapidement pour essayer d'avancer. Puis, sérieux, ça ne marchait pas. Ça a pris 3 mois, je pense. Moi, j'étais découragée. Il y a une journée, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, c'est une amie qui fait des objets corporatifs pour les entreprises. Donc, son but, c'était vraiment de faire en sorte que les designers puissent dessiner des petits produits avec des gros volumes, puis que ça soit intégré dans la culture d'entreprise. Fait qu'au lieu d'acheter des maudits crayons faits en Chine, bien là, eux arrivent avec des super solutions pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir un impact local. Là, je dis, hey, viens ici, Céline, putain, je suis découragée, là. Genre, on a accès à de la roche, OK? Malade. De la roche que personne n'utilise. On peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'ils voudraient tes clients? Mettons-le. Je dis, hey, on travaille sur des modèles d'affaires, ça fait aucun sens. On connaît notre mission, on connaît notre vision, mais si on n'a pas le bon produit, on ne pourra pas bien l'intégrer sur le marché. Elle dit, ben là, faites-nous des pierres à whisky. Puis j'étais comme, hostie, man, ça fait 3 mois qu'on tourne en rond, puis on n'a aucune idée, genre. Elle dit, ben oui, nos avocats, puis toute notre clientèle plus élevée, qui, eux, je veux dire, il y a très peu de produits corpos de qualité. C'est tout le temps des trucs super cheap, très, très peu chers qui sont vendus. Là, je dis, OK, mais attends une minute, là. Donne-moi 2 semaines, je te reviens. Fait que là, rappelle mon associé. Là, mettons qu'on fait ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? OK, attends une minute. Fait que là, on travaille sur les propriétés. Fait que là, on cherchait des pierres avec des propriétés non poreuses. Puis là, on se met à acheter tout ce qui existe, puis là, à faire des tests. Puis
On avait comme 12 candidats de Pierre. Puis après ça, on a fait des tests avec les coefficients de... Parce que, dans le fond, on a fait des tests dans l'eau en convertissant avec les coefficients d'alcool pour essayer d'arriver avec des tableaux puis d'essayer de comparer des vraies données. Parce que ce qui arrive, c'est que vu que c'est des matériaux que personne n'utilise, puis que nous, en design industriel, les pierres, c'est un champ gauche, là, mais comme littéralement un champ gauche que personne étudie. Il n'y a aucune donnée. Fait que les données, il fallait qu'on les produise. Fait que là, ben, on se fait comme un mini-laboratoire chez eux, puis on teste. Puis finalement, genre 2-3 semaines après, on y arrive, on lui dit « OK, check, on a comme accès à 3 pierres, là, que ça marche. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu voudrais? » Ben, 1 mois après, on signait genre un contrat avec Salesforce, c'était vendu à la F1. Genre, on était comme « What? Qu'est-ce qui se passe? » Puis ça a été comme ça, de fil en aiguille, genre. Que des clients comme ça, que des histoires de même. C'est si on parle de l'entreprise. Lithologie. Exactement. Fait que là, dans le fond, on a démarré l'entreprise comme ça, parce que, tu sais, d'habitude, les gens, ils se disent « on va faire une entreprise, on va vendre au consommateur final. » C'est une excellente idée, mais c'est tellement pas comme ça qu'on est parti. On a suivi le client, finalement. On lui a posé des questions, on s'est mis à sa place, puis on a dit « Toi, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te manque là, dans ta braquette de produits? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir qui ferait du sens? » Puis apparemment, ça a fonctionné. Puis, tu sais, ça a duré comme mettons, 1 an, le temps qu'on intègre du bois, qu'on intègre un packaging, qu'on fasse c'est quand même long, là. J'en parle rapidement, mais comme j'ai travaillé sur ce projet-là pendant 6 ans quand même, là. Puis au final, ben, on s'est rassis avec ce client-là. Puis elle nous disait « c'est poche, les ventes, ça commence à baisser. Les clients me disent qu'ils ont un budget. Tu peux-tu faire quelque chose? » Puis là, j'étais comme « je peux pas prostituer mon produit, ça marche pas. Comment que je pourrais faire? Je peux pas faire juste un kit d'une roche. Je veux dire, il y en a besoin de 3 dans un kit pour que ça fasse du sens. Je veux pas comme... » Fait que là, finalement, on a fait des tests, puis on est allé chercher des prix. Puis là, on a comme essayé de voir comment les gens percevaient le produit. Puis là, on s'est dit, il faut pas que le client arrive à calculer comment ça vaut par roche. Parce que le bois vaut plus cher que la roche. Fait que ça fait comme pas de sens. Fait qu'on y est arrivé avec un kit de 4 au lieu d'un kit de 6 pierres. Puis genre, ça a tellement bien fonctionné que l'année dernière, je pense qu'on vendait ça à 85% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, hein? Parce que les gens avaient un budget, parce que le montant du 50 $ était comme... Pour eux, c'était important. Mais si on n'avait jamais écouté ça, on n'aurait jamais été capable de vendre autant. C'était comme... Puis, tu sais, comme concepteur, tu as une façon de voir ton produit, mais c'est pas toi qui le consommes. Pas toi qui l'achètes. C'est pas toi qui fait que... Tu as une perception de quelque chose, mais tu sais ça. pas c'est quoi exactement. Comme un brand, comme un packaging, comme un produit. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver à se mettre dans la peau du client, mais pas juste se dire « Hey, je me suis mis dans la peau du client ». Non, non. Assis-toi avec. Pose-y des questions. Essaye de voir, genre, qu'est-ce qui pour lui fait la différence dans ce que tu fais? Parce que des fois, c'est juste de changer des paramètres. Je veux dire, on n'a pas prostitué un produit. On a juste enlevé 2 roches puis rapetissé un morceau de bois, là. C'est pas... L'histoire est la même, le papier qui explique est le même, la marque est la même, les couleurs sont pareilles, les roches sont les mêmes. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise, là? Ça fait combien de temps? Ou... C'est une excellente question. J'ai beaucoup de rêves de grandeur. Et après 6 ans, clairement, moi puis mon associé, ben, comme tantôt elle parlait des échecs de partenariat, notre contrat était très mal fait, mais j'ai su en profiter. Parce que, bon, clairement, j'ai une bonne étoile. Puis, je me suis assise avec lui en janvier, puis j'ai dit, écoute, là, je suis tannée de travailler dans le vide. Puis, je pense qu'on n'a clairement pas la même vision des choses. Il faut que je quitte. Je sais pas comment je vais quitter. Je laisse la porte ouverte parce que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Puis, je pense que ça vaut la peine qu'on se pose les questions ensemble puis qu'on regarde qu'est-ce qui peut se passer. Fait que soit qu'on ferme l'entreprise, soit que tu m'achètes mes parts, ou soit qu'on vend à quelqu'un d'externe. Mais si on vend à quelqu'un d'externe, il va falloir que tu deals avec. Puis comme, ça se peut qu'ils te mettent encore plus de pression que moi je t'en mets. Fait que c'est comme tu veux. Si on ferme la compagnie, ça se peut que ça nous coûte de l'argent pour fermer une compagnie.
qu'on a mis toute notre âme, puis que finalement, c'est comme si elle valait plus rien. Puis finalement, ben, il m'a acheté mes parts. Je suis partie genre à la mi-mai. Puis, ben maintenant, j'ai un projet de famille. Projet. Mais entre-temps, il y a tellement de projets à faire. Il y a tellement de choses qui sont passées. Ah, c'est ça. Il y a tellement de choses qui arrivent. Cette année, c'est comme, il y a tellement de choses qui s'est passées puis qui vont se passer. J'ai envie de faire plein d'autres projets. Je pense que je vois pas ce que je ferais d'autre dans la vie. Là. Je l'ai dit tantôt. Terrible employé parce que clairement, je pose trop de questions, je vais aller trop loin, je comprends comment les organisations fonctionnent, fait que je sais très bien où est-ce qu'ils sont les... Tu sais, je m'assis à la place d'un employé, puis je vais te faire un organigramme de ta compagnie, puis je vais te faire un audit, limite, là, c'est comme gossant. Fait que les gens, ils aiment pas ça. Quand il y a des gens qui posent des questions, c'est too much, fait que... Mais moi, je préfère structurer les entreprises, puis essayer de faire rêver les gens que tu engages. Ça, c'est un peu ma vision des choses, c'est de dire, la première chose que j'ai dit aux gens de mon asso quand je suis arrivée à l'université, c'est « Moi, je suis ici pour changer les choses. » Les gens étaient comme « OK. Ouais. Rien de moins. Pour qui tu te prends? » Je suis comme « Non, tu comprends pas, là. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux changer les choses. Comme je vois pas à quoi je servirais d'autre, de toute façon. » Puis, je me rends compte qu'avoir une entreprise, c'est un peu ça. C'est créer un monde, créer un univers. Je dis pas que c'est facile, là. Rien... C'est vraiment pas facile. Il y a clairement des étapes qui sont très difficiles, mais mon but, c'est de créer quelque chose qui va inspirer les gens à aller plus loin, puis fonder des nouvelles entreprises, fonder des nouvelles façons de faire pour essayer de pousser les choses encore plus loin. Parce que je pense pas, aujourd'hui, que c'est les politiciens qui vont nous le rendre, à mon avis. Je pense pas que c'est les gouvernements qui vont nous le rendre non plus. Les institutions sont tout le temps backwards, si on veut, puis les lois, puis tout ça, c'est toujours derrière nous. Fait que moi, j'essaie de viser devant, puis de me dire, ben, ce que je peux apporter, ben, je vais l'apporter comme ça, puis je vais apporter du monde dans mon bateau. Fait que c'est ça. Super, c'est une belle façon de voir les choses. En tout cas, merci beaucoup. Tu me fais penser un peu hier, là, on avait une invitée, là. J'ai posé une question et elle est partie comme ça. Ouais, je raconte tout le temps des histoires, c'est de même. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire-là qui est rocambolesque. Rocambolesque, qui part pas de hier, là. On voit, là, tu sais, qu'il y a un parcours. Oui, tout ça, c'est comme 10 ans, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sûrement. Voyons donc, il n'y a pas de questions. Bon, ben d'abord, j'aime beaucoup la façon que tu racontes tes expériences parce que tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un d'imaginatif, de résilient, etc. Tu racontes bien aussi. Et tout à l'heure, parce qu'elle parle tout le temps, alors tout à l'heure, avant même de commencer, elle a développé comme un concept que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui était la durabilité affective. La durabilité affective. Et j'aimerais ça que tu dises à tout le monde ce que c'est. En fait, mini détail, c'est pas moi qui l'ai développé, là, c'est Don Norman. C'est un designer américain. En fait, dans la durabilité, dans le développement durable de produits, il existe plusieurs stratégies. La durabilité affective, c'est un peu une stratégie cachée. C'est vraiment comment attacher une émotion, une expérience à travers un objet pour que les gens puissent le garder plus longtemps. Donc, on peut travailler sur de l'efficience de matériaux, on peut travailler sur l'efficacité des matières, on peut travailler sur des économies d'énergie dans la production, l'économie d'énergie dans le transport, parce que le transport dans la production manufacturière, c'est quand même un gros impact, là, on ne va pas se le cacher, c'est ce qui est le moins avancé, à mon avis, surtout pour les e-com. Mais la durabilité affective, c'est vraiment de dire... les gens vont finir par s'attacher à cet objet-là par des stratégies qui sont clairement pas tangibles à travers l'objet. Donc, est-ce que c'est une géolocalité qui est liée à... Comme un peu nous, ce qu'on avait fait, c'est que, dans le fond, on disait vraiment que chaque pierre venait de, par exemple, Saint-Élie de Caxton, qu'elle avait 940 millions d'années, qu'elle a
qu'elle a fait partie, dans le fond, du continent Amérique quand il a été formé. Fait que, tu sais, veut pas, vu qu'on s'associe de toute façon à ce continent-là, puis à cette géolocalité-là, on développe un attachement à l'objet qui est bien plus grand que juste un bout de plastique jaune, qu'on ne sait pas d'où il vient, qu'on ne sait pas de comment il a été fabriqué, de ses... Puis il y a une histoire, tu sais, aussi, exactement. Pour quelqu'un qui l'a, le storytelling, l'objet, c'est hyper important pour ce genre de produit-là. Disons que tu le présentes à quelqu'un là, dans ton party. Ils sont comme, what the fuck? Et là, il y a tout ça qui se passe, et là, tu viens de... Ouais, puis ça devient une collection dans leur bouteille de Bourbon, parce que de toute façon, c'est comme que des beaux objets, puis les gens sont tellement fiers. Puis là, ben après ça vient rattacher la fierté de la provenance d'où ça vient. Il y a la façon aussi de, si on veut s'attacher plus à un objet, si on est capable de le réparer, si on est capable de le personnaliser, clairement, on va se l'attacher. Si une veste, on est capable d'y rajouter des patchs, de dessiner un dragon sur notre jaquette de cuir dans le dos, ben cette jaquette de cuir-là, il y a forte chance qu'on le garde beaucoup plus longtemps qu'un jaquette de cuir normal de je sais pas où, tu sais. Donc, oui, moi, c'est un concept que j'apprécie particulièrement et c'était mon sujet de recherche, justement, à l'université, ma dernière année d'université, quand j'ai travaillé sur des bagues d'union. C'est un sujet que j'ai adoré parce que je trouvais que c'était comme un sujet caché du développement durable. Mais je voyais ça comme un échec à l'école parce que j'ai jamais réussi à travailler dans mon maudit domaine, tu sais, sauf que je l'ai réutilisé dans le projet de lithologie. Puis écoute, c'est clairement une partie de la sauce secrète, là, tu sais, dans le sens où les gens, quand ils regardaient le produit, il y avait des flamèches dans les yeux. Mais nous, on était juste des geeks de roche, puis on partageait le fait qu'on aimait notre patrimoine, puis qu'on voulait que tout le monde le connaisse, tu sais. Fait que c'est ça. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mademoiselle Kim? Alors, merci beaucoup, Kim, d'avoir partagé ton histoire, puis d'avoir... j'ai pas, en plus, là, pour le podcast, pour le bien du podcast, j'ai même pas dit c'était quoi l'image qui apparaissait, là, mais d'un côté, enlevé ma référence. Avec des briques qui est marqué « échec » dessus, puis qui reste sur place, puis il y en a 5 sur la tête. Puis l'autre, ben, il prend les briques « échec », puis là, il se fait un escalier avec, finalement, d'un côté ou de l'autre. Fait qu'il y a 2 types de personnes. Il les voit comme une façon de monter, finalement, puis de continuer son parcours, là. Voilà. Je le dis à la fin, quand même. Fait que merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. On va prendre un petit 5 minutes, puis ensuite, je vais accueillir mon ami Baudouin là, qui se promène là-bas. Fait qu'il y a des choses à manger, des choses à boire, il y a une toilette là-bas. Vous pouvez discuter avec tout le monde ici. J'ai juste un petit 5 minutes, puis après ça, on revient.